Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Marie Roca est avec moi. Marie, alors on va parler de ton expérience. C'est un témoignage que tu m'accordes et c'est pas facile parce que je sais que t'en as pas parlé souvent de tout ce qui t'est arrivé. Et en fait, les phénomènes sont liés déjà à ta naissance. Oui, on peut dire même pratiquement avant même. Oui. En fait, je suis née, tout le monde a entendu parler de la grande vague d'OVNI du 31 octobre 1954. Ouais. Et je suis née précisément cette nuit. D'accord. Donc tu penses que ça a eu une influence, cette vague d'OVNI a une influence sur ta vie? Vu que je les retrouve la nuit de mes 20 ans, la nuit de mes 40 ans, et puis tout ce qui se passe entre. D'accord. Et après, et toujours d'ailleurs, voilà. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui ont parlé des Pléiadiens, déjà. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il y a des gens qui ont parlé des petits gris, des grands gris. Et ben moi, je peux vous parler de tous. Voilà. Alors, toi, tu dis que tu as été agressé, mais depuis ton plus jeune âge, quand tu étais bébé même. Ah ben moi, j'étais, visiblement, il y a un antagonisme, il y a quelque chose qui se passe contre moi, et en même temps, des protections aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, même quand ma mère a eu les contractions pour accoucher, à l'époque, il y avait énormément de naissances, et elle allait à la maternité, on n'a plus de place, on lui a fait une piqûre pour arrêter l'accouchement. Sauf que j'étais engagée, et que je suis restée quand même 3 semaines en souffrance. Ah oui. Et que finalement ma mère est allée dans une autre maternité, et là on lui a fait une piqûre pour déclencher l'accouchement. Je suis née, j'avais le cordon 3 fois autour du cou. Waouh. Donc je suis une miraculée. Ah oui, tu reviens de loin, parce que généralement les enfants qui ont le cordon autour du cou, ça se... Oui, en plus, j'ai certainement souffert. Alors, je me demande comment je peux être encore une intellectuelle avec ça. Ah oui. Mais voilà, déjà il y a ça. Ensuite... je suis un bébé quand même bien vivant, qui a peut-être eu... On m'a pas mis en couveuse, rien du tout. J'avais un poids, j'étais pas énorme, je devais faire 3 kilos de 3, quelque chose comme ça. Mais c'est un bébé normal, quoi. Oui, normal. Mais quand même, si je compare avec les enfants que j'ai eus, moi, qui approchaient les 4 kilos, c'est quand même moins. Donc, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à l'époque, les femmes restaient relativement longtemps à la maternité, et les maternités étaient quand même dirigées par des religieuses. Mais il n'y avait pas que des religieuses qui travaillaient. Il y avait aussi des personnels civils. Et un jour on lui amène donc le bébé. La nuit, le bébé était à la nurserie. Et ma mère a dit mais pourquoi elle a l'œil tout rouge et tout. Et là, on n'a pas voulu lui répondre. Et puis finalement, il y a un personnel qui lui a dit elle a reçu un coup de ciseau dans l'œil. Ah carrément. Oui. Vous avez reçu un coup de ciseau dans l'œil à la maternité quand vous étiez bébé? Oui, pas pour la naissance. Les jours qui ont suivi. Oui, bien sûr. Et donc, ça a atteint effectivement la cornée. Donc, pendant mon enfance, je perdais la vue, etc. Et on m'a sauvé un œil en condamnant l'autre, en me coupant le nerf entre les 2 yeux quand j'avais 12 ans. Ce qui me génère d'ailleurs beaucoup de problèmes de maux de tête. Bien sûr, et je suis reconnue travailleur handicapé, pour tout vous dire, mais sans pension aucune. D'accord, ok. Alors que, des tas de choses qui... j'ai quand même fait ma vie avec ça. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc le truc dans le ciel, tout ce qui s'est passé le 31 octobre dans la nuit. Et puis il y a ça. Et puis ensuite, mes parents étaient très pauvres et ils habitaient dans un appartement qui donnait sur la cour de l'immeuble. Alors, il n'y avait aucun confort, il n'y avait même pas l'eau sur l'évier, rien du tout. Et cet appartement était scindé en 2. Une partie, donc ma mère avait la cuisine d'un côté, et en face il y avait la chambre. Elle passait, donc il y avait un couloir entre, et tout le reste de l'appartement, c'était une famille de Siciliens d'une dizaine de personnes. D'accord. Donc comme vous voyez, chez les soviétiques, les gens partageaient, vous imaginez la joie. Et en plus, la femme avait le mauvais œil. Et quand, d'ailleurs, elle a fait un truc, quand ma mère m'attendait, qu'elle ne savait pas qu'elle m'attendait, déjà. D'accord. C'est une chose aussi que je mets en ligne. En ligne de compte. Et donc, ma mère part faire la cuisine, tout ça. Et puis, je sais pas si j'ai pleuré, parce qu'un bébé, quand on va dans la Grèce, forcément, il pleure. C'est quelque chose, ou le 6e sens de ma mère. Elle s'est précipitée dans la chambre. Et elle a trouvé, donc il y avait une voisine du rez-de-chaussée, je crois, qui était une folle. D'ailleurs, quelques mois après, elle a écrasé la tête de son mari à coups de marteau pendant son sommeil. Ah, sympa, ouais. Ah oui, sympa. Elle voulait m'étrangler. Ah oui, donc vous revenez de loin quand même, Marie. Ah non, mais ma vie est comme ça. Ma vie est comme ça de tout le temps. Et tout ça, vous pensez que c'est dû à cette vague d'OVNI?
il y a un truc, et j'ai oublié de dire une chose. Donc déjà, ma mère, elle a chassé la personne, tout ça, et à partir de ce moment-là, elle va prendre l'habitude, quand elle passe de la chambre à la cuisine, elle ferme la pièce qu'elle quitte à chaque fois. Parce qu'elle a pris peur, là, et elle sait que c'est plus possible. Et donc, il y a une autre chose que j'ai pas dit, mais quand ma mère a quitté la maternité, vous savez, au-dessus sur les berceaux, les religieuses mettaient, sur les berceaux de la maternité, une petite broche où il y avait un petit ange. Et la religieuse a vu ma mère, elle lui a donné la broche, elle lui a dit votre fille a besoin d'être protégée. D'accord. Donc elle s'était aperçue de quelque chose. D'accord. Mais est-ce que on peut imaginer finalement, si vous dites que ça a un rapport avec cette vague d'OVNI de 54, on peut imaginer, est-ce que vous avez envisagé que vous puissiez être une hybride? J'y ai pensé, mais en fait, physiquement, moi je ressemble quand même pas mal à mon père. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que j'ai découvert par la suite, du côté de mon père, ma famille, je peux être prétendante au trône de France, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. On descend très loin, en remontant à Philippe Auguste. Ouais. C'est l'origine, vous avez eu Capet, après vous avez Philippe Auguste, vous voyez. Donc on remonte à la dynastie des Capétiens. Et nous constituons en fait un rameau coupé, comme l'annonce Nostradamus, d'autant plus que ce rameau figure avec la coupe du Graal et 2 fleurs de lys. Sur le blason de la famille. D'accord. Alors là, on va revenir aujourd'hui à votre vie de femme qui, pour vous, a été conditionnée donc par déjà cette naissance survolée par cette vague d'OVNI et donc qui a conditionné quelque chose. Donc les extraterrestres entre guillemets dans votre vie vont revenir plus d'une fois. En tout cas, des événements liés aux OVNI vont se succéder dans votre vie. Et oui, et pas que ça. Il y a d'autres choses que je relie à ça, mais bon, là, on va essayer de cadrer parce qu'on peut vous faire 10 émissions sur mes vécus, il n'y a pas de problème. Mais là, on va essayer effectivement de bien cadrer les choses. Donc, il y a des choses que je vais mettre de côté. Donc, effectivement, la nuit de mes 20 ans. La nuit de mes 20 ans, donc on habitait en HLM en rez-de-chaussée. Donc, vous voyez, on n'était pas d'une famille riche, même si on descendait des rois. Et donc, on était donc en HLM, mais il n'était pas question de fêter mes 20 ans, parce qu'il faut de l'argent pour ça, tout ça. Bon, c'était même pas question, hein. Je l'ai jamais envisagé. Et donc, ma mère n'avait pas encore fermé les volets, curieusement, parce qu'elle le faisait très tôt, et c'était autour de 19h. Fin octobre, vous voyez, il fait nuit. Et donc, il y avait une voisine qui était à la maison, qui était venue m'apporter un cadeau pour mon anniversaire, une dame d'un certain âge qui m'aimait bien. Et donc, il y avait ma mère et il y avait moi. On était 3 personnes dans la cuisine. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on voit face à notre appartement, pas haut dans le ciel, 3 ovnis. Ah. Donc là, on est en 1974, si je comprends bien. On est le 31 octobre 1974. Vous voyez, c'était la nuit de mes 20 ans. D'accord. De toute façon, les nuits de mes anniversaires, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, c'est pas un jour n'importe... si je fais la relation, c'est un jour... Pour les Celtes, c'était l'année qui finissait et le début de la nouvelle année. Donc c'était une période dite hors du temps. D'accord. Hein, c'est pas n'importe quel, donc on en a fait la Saint-Main, la nuit des sorcières, de tout ce que vous voulez, mais au départ, c'est vraiment... c'est une date importante. Une date importante, et D'accord. vu ce que j'ai revécu par la suite, effectivement, par rapport aux Celtes, ça rien que ça, d'ailleurs, pour ce revécu de ma vie de Celte, de femme druide celte, il faut que je vous en fasse une émission. D'accord. C'est énorme. Donc, bref, la nuit de mes 20 ans, on voit ces 3 choses, on regarde. Alors, si je me souviens bien, il y en avait... 2 qui étaient rouges, 2 ovnis rouges, c'était gros, hein, et puis un autre bleu. Et là, on est surpris, et ça clignote, et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là pour moi. D'accord. Quelque chose me dit qu'ils sont là pour moi. C'est une intuition que vous avez. Oui, et j'ai été très joyeuse, ça m'a rendue joyeuse, je me suis dit, c'est pas un hasard, ils sont juste en face. Et c'est pour moi qu'ils sont là. Et donc, on a été 3 témoins, ma mère et cette personne qui est décédée. Et voilà, et moi, donc, on a été 3 témoins. Je sais pas si d'autres personnes l'ont vu. Mais moi, je constate que souvent, quand on voit des choses, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques personnes qui voient, d'autres qui ne voient pas. D'accord. Hein. Et c'est comme par hasard. Bon, là, il n'y a pas eu de déclaration de gens qui ont vu des ovnis et tout ça. Hein. Mais si vous me dites que ces objets volants non identifiés étaient là pour vous, Marie, est-ce que ils ont communiqué, ils ont probablement télépathiquement. J'ai dû recevoir des choses, mais vous savez, vous recevez des choses au niveau de l'inconscient. Ouais. Et donc après, ça va vous faire des choses, ça va vous mettre sur une route. Et vous allez faire des choses. J'ai souvent contré d'ailleurs toutes mes intuitions parce qu'on m'a éduqué à ça.
au rationalisme et tout, mais y compris dans ma famille de façon très dure. Par exemple, bon, je vais pas tout raconter, mais on m'a j'ai eu fait des prophéties quand j'étais gamine et qui décrivent d'ailleurs le temps qu'on vit. J'ai reçu des pères juifs, donc ben, ça vous voilà. D'accord. Donc on n'était pas très ouvert dans votre famille, quoi, c'est ça? Non, absolument pas. D'accord, ok. Donc cette vague d'OVNI de 1974, elle vient pour vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Alors on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant, Marie. On continue à parler de votre vie, de votre expérience. C'est un joli témoignage que vous nous offrez ce soir. On va continuer à avancer parce que il s'est passé également quelque chose en 1995. Donc là, c'est 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, et ça a conditionné des choses incroyables dans votre quotidien. Vous restez avec nous, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Bob. Elle est romancière, historienne, Marie Roca. Il vous est arrivé beaucoup de choses dans votre vie et vous mettez ça un peu sur le dos de ces objets volants non identifiés qui ont survolé en fait le ciel lors de votre naissance en 1954. 20 ans plus tard, vous avez eu la sensation que des objets volants que vous voyiez dans le ciel étaient revenus pour vous, et puis tout au long de votre vie, ces apparitions d'OVNI, se sont reproduites et on va se retrouver cette fois-ci en 1995 parce qu'on va avancer. Malheureusement, on est obligé d'aller un peu plus tôt. 1992. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 1992, c'est le gros de l'histoire. Je veux tout de suite donner une petite précision. Il y a bien dans mon vécu deux formes de, comment dirais-je, de E.T. si on veut, mais les uns étant spirituels, c'est les Pléiadiens, étant de très bonnes personnes, enfin pas loin d'être des anges. D'accord. Et qui sont en quelque sorte les pères de la race européenne aussi en même temps, hein, ça faut le dire. Et puis les autres, c'est les Hittiques, et ils se combattent les uns les autres. En ce moment, il y a un gros combat dans le ciel, qu'on voit pas parce que ça se passe à d'autres niveaux, et les gris sont en train de perdre. D'accord, les Pléiadiens contre les gris, en fait, et pour le moment, c'est le bien qui l'emporte, quoi, c'est ça? Pour le moment, c'est en haut, oui, et c'est bien pour ça que les gouvernants hésitent à nous annoncer ce qu'ils devaient nous annoncer. D'accord. Ils ont fait alliance avec les mauvais. D'accord. Ah, pour avoir la technologie peut-être? Oui, entre autres. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le nouvel ordre mondial, avec tout ce que ça suppose, ouverture des frontières, on mélange tout le monde, on enlève toutes les cultures, toute la mémoire. De toute façon, l'humanité qu'on veut garder, ce sera une humanité de robots. En quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui fait la force, en fait. La reproduction humaine serait totalement contrôlée, ce qu'annonçait d'ailleurs Bernard Lavilliers dans une chanson dans les années 90. Hein. En fait, nos gouvernements veulent faire de nous des gens pareil, la mondialisation humaine, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Faire des esclaves. Ouais, fini. C'est même le niveau zéro de l'esclavage. Ouais, c'est ça. Des esclaves comme des fourmis. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on se retrouve donc en 1992. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? En 1992, donc je suis une jeune maman. On part en vacances fin août, au moment des grandes marées. On part en vacances en Bretagne. Et en Bretagne, mais on se retrouve juste dans une ancienne maison de pêcheurs, en fait, juste face à la mer. Il y a une route et puis il y a la mer. En fait, il y a des parcs à moules, à huîtres, je sais plus trop quoi. Et on est vraiment, donc c'est la pointe de Pen-Bay, c'est un endroit qui a une grande puissance. Et donc on se retrouve là, dans cette petite location, et en après-midi, bon, il pluviotait un peu, tout ça. Bon, je sais plus si je suis allée chercher, en début d'après-midi, si je suis allée chercher du linge ou en étendre. Bref, je vais à l'étendage qui était dans la cour. Alors déjà, la maison elle-même, il y avait 2 pièces, et c'était, je ressentais quelque chose de très fort, très puissant là-dedans. D'accord. Je peux pas expliquer autrement. Et donc, je vais donc étendre ou ramasser du linge, et tout à coup, alors que le ciel est tout gris, il y a une sorte de grande lumière qui descend sur moi, qui m'enveloppe, et je peux dire que je me sens joyeuse. D'accord. Très joyeuse. Elle descend du ciel, cette lumière. Oh, oui. Puis elle m'intègre, donc je sais pas. Bon, j'ai l'impression que ça dure quelques secondes. Hein. Or, quand je vais me revenir dans la cuisine de l'appartement, parce qu'on attendait pour partir faire un tour, tout ça, et on me fait remarquer que j'avais mis beaucoup de temps. Bon. D'accord. Et voilà, bon, mais beaucoup de temps, je sais pas combien de temps ça représentait. Hein. Je pense moins d'1 heure quand même. Mais voilà, donc c'est curieux. Je dis ben non, je suis juste allée. Bon. Et puis bien sûr, cette expérience que je viens de vivre, ce qui est dans ma mémoire en tout cas, je ne la partage pas parce que je peux pas parler de ça. Pour tout vous dire, mon conjoint est un scientifique. D'accord.
Alors, avec d'énormes qualités et tout. Bien sûr, il a été amené à vivre des choses extraordinaires dans mon sillage, mais il constate sur le moment et puis après, il faut plus en parler, quoi. Mais c'est difficile d'en parler. On va continuer à revenir et à comprendre votre histoire et à la découvrir dans un instant. On va voir la suite de cette lumière qui vous a complètement entouré entouré, transcendé. Donc vous restez avec nous ce soir. Il se dit quelque chose qui n'a jamais été dit ailleurs. C'est la vie de Marie Rocca sur Ado. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Nous sommes avec Marie Rocca, romancière et historienne, et cette fois-ci, elle n'est pas là pour nous parler d'un roman ou d'une histoire. C'est d'une histoire, mais son histoire. Je rappelle que Marie, à tous ceux qui viendraient de débarquer, 1954, vous naissez, il y a un survol d'OVNI, vous pensez que votre vie est conditionnée avec l'apparition de ces extraterrestres, de ces objets volants non identifiés qui vont jalonner votre histoire finalement. La preuve, on se retrouve en 1992, vous êtes en vacances en Bretagne, vous avez loué une maison, vous allez étendre du linge et tout en coup, une lumière blanche vous enlace. Et ça va être transcendant pour vous. Oui, c'est comment dire, cette lumière, si vous voulez, elle descend pas seulement sur moi physiquement, mais elle m'intègre. Je peux pas expliquer autrement. Vous ne faites plus qu'un. Voilà, c'est une lumière fusionnelle. D'accord. Fusionnelle. Et je dois dire une chose, je vais raconter parce que par rapport à la suite, je suis obligée de faire c'était une époque où j'avais quand même rejeté tout ce qui était christianisme et tout ça. Hein. Je me posais beaucoup de questions, par contre. Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Et à cette époque-là, j'avais déjà revécu mon histoire de femme druide. Je raconterai ça une autre fois. Hein, et donc, là, je commençais à être sur un chemin. Puis j'avais vécu aussi quelque chose par rapport de très christique, quand même, quelques mois plus tôt aussi. Et mais ça fera l'objet d'une autre émission. Donc, et il m'arrive cette chose-là, alors que, bon, pour moi, l'histoire de Marie, avec la lumière qui descend dessus, je m'appelle Marie aussi d'ailleurs, quand on lui annonce tout ça, je me suis dit, bon, ça masque la réalité, elle s'est retrouvée enceinte, et puis voilà, puis il se trouve qu'elle a eu un enfant qui était effectivement exceptionnel. Bon voilà, je pensais comme ça à cette époque-là. Je dois dire qu'après ce qui m'est arrivé, je suis obligée de penser autrement. D'accord. Je suis obligée d'admettre ce qui était arrivé à la Vierge Marie, voilà. D'accord. Et donc voilà, voilà, on revient de vacances. Et puis curieusement, à peine j'étais revenue de vacances, une voisine qui me dit, ah tiens, t'es enceinte? Je lui dis, attends, je peux pas être enceinte. Non, je suis pas enceinte. D'ailleurs, je me voyais pas enceinte du tout. Ouais. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Non, pas du tout. D'ailleurs, je prends la pilule, je prends toujours la même pilule, il n'y a pas de problème. Hein. Je prends à heure fixe tous les soirs à 19h pile. Ouais. Voilà, donc, non. Elle me dit, bon, elle me dit, je trouve que tu as la démarche d'une femme enceinte. Je dis, ben voilà, tu vois, tu te trompes. Puis quelques temps après, je suis obligée de m'apercevoir qu'effectivement, je suis enceinte. Et là, je vais donc voir ma gynéco et je lui dis, écoutez, je suis... voilà, bon, je comprends pas, je prends la pilule et tout, mais écoutez, je commence à voir les symptômes. Elle me dit, on m'a fait les examens et tout ça, mais... Elle me dit, il y a quelque chose qui va pas, là, c'est bizarre, parce que d'après les dates que vous me dites, vous seriez dans un début de grossesse de quelques semaines. Ouais. Mais c'est quand même curieux, cette histoire. Elle me dit parce que, elle me dit, je vais vous envoyer faire une échographie. L'échographie confirme ce qu'elle pensait. Ouais. Je suis enceinte. Apparemment, ma grossesse serait de 5 mois. Ah ouais? Or, oui, et quand je suis allée voir le médecin, j'aurais dû être pas plus de 2 mois, quoi. Hein? Et elle me dit, mais c'est un fœtus parfait de 2 mois, quoi. Et de 5 mois, pardon. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis parfaitement, je suis réglée comme une horloge. Il n'y a pas de problème. J'ai eu deux enfants, donc c'est pas moi qu'on l'a fait, c'est pas possible. Et je trouvais ça quand même curieux, cette histoire-là. Et en même temps, j'avais pas envie d'avoir un 3e enfant parce que, vous savez, je conduis pas à cause de mon handicap. Moi, la vie est très difficile. Il fallait emmener à l'école de musique à pied, au milieu des voitures. À l'époque, on avait une nationale très, très dangereuse. Bon, depuis, ils ont réglé un peu le problème, mais voilà, donc c'était... je me voyais pas avoir un 3e enfant dans ces conditions-là, quoi. Alors, comment vous expliquez cet événement, alors? Eh ben, je me dis, mais là j'ai quand même fait un petit peu le rapprochement avec ce qui s'était passé. Je me suis dit, attends, c'est quand même pas ça. Je trouvais ça bizarre, quoi. Puis j'avais des rêves vraiment étranges à ce moment-là. Et vous pensez que vous avez été fécondé par cette lumière? Écoutez, moi j'ai pas d'autre explication, et quand on voit la suite, il n'y a pas d'autre explication. Oui, il y a un truc. D'accord.
Et donc voilà, bon, tout va bien. À cette époque-là, j'étais parolière pour un jeune chanteur qui avait un talent fou, une voix en or, et malheureusement le système, voilà. Et donc on préparait un enregistrement avec des vrais musiciens, vraiment, un grand musicien. Et donc, bref, j'étais très investie là-dedans. Et tout ce qui va se passer par la suite, enfin chaque fois qu'il va y avoir des interventions dans tout ça, il faut savoir que ça va se passer comme par hasard, chaque fois que mon mari se rend en déplacement pour son travail. Ah. Curieux, hein? Et donc, voilà, bon, moi je me dis, c'est pas possible que j'ai cet enfant, en même temps que c'est cette histoire de bébé qui se développe beaucoup plus vite. Donc vous prévenez votre mari quand même, qui est scientifique, vous lui dites quand même qu'il y a un problème là. Je lui dis que je suis enceinte, bon, pour lui c'est pas un problème, il vient d'une famille nombreuse, pour moi je viens d'une famille nombreuse aussi, mais j'étais un enfant rejeté par ma mère quand même. Donc j'ai pas trop envie d'avoir une famille nombreuse, et puis comme je vous dis, j'ai physiquement certaines difficultés qui font que je tiens pas à avoir un troisième. D'accord. Hein, donc voilà, donc c'est. Donc qu'est-ce qui se passe après? Parce que une situation où je l'accepte vraiment. D'accord. Mais je commence à me dire bon voilà, il y aura un troisième et puis on va l'aimer et puis voilà. Je commence à l'accepter quand même. Hein. Et donc il se passe que je dois donc préparer ces chansons. On a un travail à faire encore avec l'arrangeur qui doit venir chez moi parce que j'ai un instrument qu'il n'a pas, un truc qu'il n'a pas à ce moment-là. Et donc l'arrangeur vient, je ressens le début d'une fausse couche en fait. Hein. D'accord. Des douleurs et tout. Et il y a l'arrangeur qui vient, il y a le chanteur, tout ça, et il me trouve, je suis en robe de chambre parce que je vais pas bien du tout, j'ai des douleurs. Et en fait les douleurs comme pour un accouchement et tout. Et puis ils font le travail qu'ils ont à faire ici, puis ils repartent et tout. Et mon mari part en voyage tôt le matin, le lendemain. Et là, à peine est-il parti, je me retrouve, je peux pas expliquer autrement, comme si j'étais portée sur un nuage, quoi. Je peux pas expliquer ça autrement. Et puis je perds conscience. Et je perds conscience et j'ai un temps manquant de plusieurs heures. Ensuite, quand je vais me revenir à moi, et apparemment, je suis plus enceinte. Ah, alors attendez, parce que là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. On y revient dans une poignée de secondes. Je vous signale, en tout cas, si vous arrivez, que vous écoutez Ados, Bob vous dites la vérité, et la vérité sort de la bouche de Marie Rocca ce soir, sa vérité sur sa vie. Alors, Marie Rocca, je rappelle que vous êtes romancière et historienne et qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes retrouvée enceinte suite à une expérience unique. Vous retrouvez en 1992 dans une vacances, vous êtes entourée par une lumière qui descend du ciel et qui finalement fait en sorte que vous soyez enceinte. Donc, et la vie, on va décider autrement finalement. Il va se passer quelque chose de très... Je veux dire, c'est peut-être pas anodin que ce qui m'est arrivé là, soit passé en Bretagne aussi. Hein. D'accord. C'est la terre des Celtes et les Pléiadiens sont très liés aux Celtes. D'accord. Bon, donc en fait, je me retrouve donc effectivement, j'ai apparemment une fausse couche, mais vraiment très bizarre, avec visiblement une intervention là encore d'êtres. Moi, je les appelle c'est des êtres de lumière en fait. Hein, mais vous êtes à combien de mois là? Alors, officiellement, j'en étais à plus... je veux dire qu'officiellement, selon mes dates, à 2 mois et demi à peu près. D'accord. Par contre, la science dit que vous êtes à 6-7 mois, c'est ça? Ah, ça se développe ultra rapidement, quoi. Si vous voulez, le développement du fœtus est beaucoup trop rapide. Enfin, au moins 2 fois plus rapide. Ah, c'est-à-dire que votre gestation est 2 fois plus rapide qu'une gestation normale. Voilà. Donc, bon... Et donc voilà, il se passe ça. Donc effectivement, je ressens après, je suis comme avec les symptômes d'une personne qui vient de faire une fausse couche, bien sûr. D'accord. Je vois mon médecin, tout ça, et le médecin confirme que j'ai fait une fausse couche, que effectivement, bon voilà. Il me dit c'est bizarre parce que c'est une grossesse qui était bien partie. C'est quand même curieux. Il trouve ça curieux. Il se trouve que ça s'est passé exactement 2 jours avant mon anniversaire. D'accord. Et c'était le jour de mon anniversaire, ça n'avait pas été fait exprès, que mon chanteur avait programmé l'enregistrement en studio. D'accord. Et j'ai pas pu y aller. Mais il s'est passé encore quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé ce jour-là, c'est moi-même je m'étais levée, j'ai dit je vais juste me faire une tarte, parce qu'ils vont même pas penser à aller me chercher un gâteau d'anniversaire. Je me suis fait une tarte vite faite, aux pommes.
Et puis puis il fallait que je m'allonge, que je sois allongée avec une fausse couche. Et donc et à un moment donné, j'étais sur le canapé en train de lire, et c'est assez curieux parce que j'étais en train de lire, comme par hasard, un livre sur la mythologie nordique. Ouais. Et on parlait d'Odin. Et le Odin, on retrouve des choses sur Lugh en même temps. Il y avait une corneille sur chaque épaule. D'accord. Et ce que je vais raconter, il y a une corneille qui commence à venir taper à la vitre de la cuisine. C'est-à-dire que pendant que vous lisiez une histoire dans laquelle on trouvait 2 corneilles, à ce moment-là, une corneille est venue taper à la fenêtre de votre cuisine. Une corneille sacrée. Elle tape à la fenêtre de la cuisine. Ouais. Et on trouve ça curieux. Elle tape à la cuisine. Pour le moins, oui. Cuisine, et elle tape, si je vais dans le séjour, elle tape au Vélux du séjour. D'accord, donc elle vous suit. Elle me suit. D'accord. Je retourne dans la cuisine, elle de nouveau pareil. Et alors c'est curieux, elle tape. Et puis mon mari dit, attends, je vais lui donner un morceau de pomme, peut-être que ça va lui faire plaisir, et puis que voilà. C'était curieux, c'était une corneille énorme en plus. Et donc, il lui donne le morceau de pomme, s'en fout, elle continue de taper, visiblement, et elle me regarde tout le temps, quoi. Et je suis impressionnée, parce que vu ce que je suis en train de lire, tout, quoi. Et là, à un moment donné, elle prend aussi des pinceaux, elle déplace des pinceaux, donc comme pour écrire, je sais pas ce qu'elle veut dire. Et le manège a duré à peu près, je dirais 3/4 d'heure. Ah oui, c'est énorme quand même. Ah oui. Non, ça a été énorme. Et puis et c'était encore le jour de mon anniversaire. Donc, d'accord. Donc finalement, ça revient à ce que vous me disiez, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous pensez qu'il y a un vrai un élément déclencheur, c'est ce vol d'OVNI le jour de votre naissance, quoi, finalement. Oui, mais je pense que d'après ce que j'ai revécu, j'ai accepté une mission particulière. J'ai revécu ma vie plusieurs réincarnations précédentes, et aussi des vies entre. Donc avant l'incarnation, et donc avant cette incarnation, j'ai accepté. C'est-à-dire entre vos incarnations, vous avez vous avez vécu ailleurs, en fait, c'est ça? Oui, j'ai revécu aussi, par exemple, la nuit de la Saint-Barthélemy, alors que j'étais un esprit qui essayait de guider des protestants pour les sauver. D'accord. Voilà. Donc j'ai horreur de cette période d'ailleurs au niveau de l'histoire. C'est pas la meilleure, ça c'est sûr. Mais avant de savoir, c'est énorme mon vécu de toute façon. Voilà. Donc il se passe ça, et ensuite. Donc je m'interroge bien sûr là-dessus. Je me dis, ça fait quand même beaucoup de choses tout ça. Bon, et puis donc après, il y a eu donc, ne l'oublions pas, cette histoire d'étranges fausses couches. Il faut savoir aussi que là on était le 31 octobre, et 2 ou 3 jours plus tard, mon mari part de nouveau en voyage, et là il arrive encore quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, mon mari est parti à 4h du matin, cette fois c'était en Italie. Vous voyez, je me souviens même. Et à 4h du matin, il part. Et un peu plus tard, peut-être 4h30. Donc je m'étais réveillée quand il est parti. Il me dire au revoir, tout ça. Bon. Et je m'étais pas rendormie. Et là, je sens une présence. Chut. Marie, gardez cela pour la suite, parce qu'on va être obligé de marquer une pause musicale. On se retrouve dans un instant, et juste après, vous nous direz quelle était cette présence. Il vous arrive des choses incroyables depuis votre naissance. C'est un témoignage exceptionnel ce soir sur Ado. Voilà qui prouve bien que vous entendez ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à vos proches. Mon nom est Bob, et tous les soirs, entre 21h et minuit, je vous dis toute la vérité. Fort que n'importe quel film d'horreur, mieux qu'un film de science-fiction ou qu'un film à grand suspense, eh bien je vous offre la vraie vie, celle qui nous emmène souvent à réfléchir et à envisager autre chose que ce qu'on nous met devant les yeux. C'est ce qu'on appelle le paranormal, les phénomènes. Bob. Romancière et historienne Marie Roca est avec nous. Alors Marie, on a vécu et entendu beaucoup de choses avec vous depuis le début de notre entretien, presque 2 heures maintenant. On va continuer et on va s'arrêter donc en 1995, où il s'est passé encore une fois quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Oui, en fait, il s'est passé des choses exceptionnelles tout le temps, hein. Mais il y a une petite chose que je vais dire avant. Oui. C'est parce que j'avais, quand le début du phénomène s'est passé là, j'avais entre les mains une certaine photo. Ouais. Cette photo, elle n'est pas anodine. Il y a une vieille dame de Talence,
près de Bordeaux, ouais. qui était partie il lui restait 1 année à vivre, elle savait à peu près, avec son cancer. Et donc, elle a dit, je me paye le voyage de ma vie. J'ai toujours rêvé d'aller au Sinaï. Elle est allée au Mont Sinaï. D'accord. Et elle a pris une photo au moment où le soleil se levait sur le Sinaï. D'accord. Elle a pris d'autres photos, bien sûr, de son voyage, tout ça. Et quand elle revient, elle va à Talence, elle fait développer ses photos. Et quand son photographe lui donne les photos, elle regarde ses photos devant le photographe, elle dit, mais ce cliché-là, il n'est pas de ma pellicule. Et le photographe lui montre que si, que ce cliché est bien sur ses pellicules. Et ce cliché, on voit donc, c'est clair, hein, c'est Jésus sur le Sinaï. Et 2 autres personnages qui peuvent être, moi j'ai pensé Élie et Saint Jean-Baptiste. Bon, mais ça peut être, je sais pas. En tout cas, c'est très particulier. C'est une photo en sépia. Et alors, on voit le visage de Jésus. Oui, mais c'est vu d'assez loin, quoi. Mais on les voit. Hein. Et donc, c'est la photo qui a été... Alors, moi, je vais vous expliquer l'historique parce que certains disent qu'elle est fausse sur des trucs de hoax, tout ça. Or, c'est un cliché argentique réel. D'accord. Il y avait à l'époque Alain Guillot qui avait lancé Recherche spirituelle et je faisais partie des membres. Hein. Et moi, je correspondais avec Jacques qui était enseignant en Guadeloupe. D'accord. Et Jacques correspondait donc avec Jeanne qui avait pris cette photo. Et quand Jacques a reçu cette photo de Jeanne, elle lui a envoyé son original et il a gardé quelque temps, puis au bout de quelque temps, il a dit mais c'est la personne, il savait que la personne qui devait le recevoir, c'était moi. Et il m'envoie cette photo. Donc je suis la 3e personne à l'avoir eue. D'accord. Et quel rapport avec votre histoire en fait de 1995 ? Tu vas voir. Donc cette photo, c'est celle qu'a utilisée par la suite, parce que moi je l'ai passée par la suite à une personne qui elle l'a passée à un photographe et ensuite ça se retrouve en couverture dénaturée parce que ça a été zoomé, en couverture du livre de Daniel Meroy. Et donc c'était zoomé, alors c'est ce qui fait dire aux gens qu'elle est fausse. D'accord. Et en plus il a dit lui que ça avait été pris au mur des Lamentations, pas du tout, c'était sur le Sinaï au lever du jour. D'accord. Okay. Voilà. Donc cette photo je l'avais entre les mains au moment où je priais pour un malade, un musicien africain qui vivait à Paris. On m'avait demandé si je voulais participer à une prière. On était 3 femmes, donc je vais citer le nom de l'une de ces femmes qui est naturopathe, je ne sais pas si elle exerce toujours, qui était donc à Toulouse. Toulouse est beaucoup sur ma route aussi. Hein. Ouais, d'accord. J'étais à l'école normale entre autres. Bon. D'accord. Et donc voilà, donc et puis c'est donc Raymond Descanecrabe, elle s'appelle, ce qui est un nom cathare. Et puis une autre personne, donc qui était la compagne de ce musicien. Et donc on priait pour lui. Et moi j'avais mal au dos, je m'étais allongée sur mon canapé, j'avais cette photo entre les mains pour prier. Parce que je pensais que c'était un bon média. Hein. Et donc voilà, et tout à coup je sens mes paupières se ferment, je peux plus les rouvrir, je me retrouve paralysée. Et je sens des présences autour de moi, je les entends parler. Alors comment elles parlaient, par télépathie, je sais pas. Et j'ai senti bien sûr très très négative ces présences. Ah. Oui. Parce que la première fois que vous avez senti une présence, c'était plutôt positif. Ah oui, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai eu les deux. Hein. J'ai eu, si vous saviez tout, faudrait que je vous raconte. Pour raconter ma vie, il faudrait, je sais pas, 300 000 pages, mais il y a toujours eu ce combat des deux. D'accord. Fait, j'ai toujours été entre... Et voilà, un enjeu en fait pour m'empêcher de réaliser certaines choses, je pense. D'accord. Okay. Et donc voilà, je me retrouve l'instant d'après, très très rapidement, dans une sorte de laboratoire. Ah. Ça fait penser. Alors, quand vous êtes quoi ? C'est tout est blanc, c'est immaculé. Alors, blanc grisé, je dirais, très grisé. Les êtres qui sont là sont d'apparence humaine, sauf qu'ils sont très grisés. C'est une sorte de... C'est comme si, je sais pas, imaginez quelqu'un qui ne soit pas lavé de quelques jours, quoi, voilà, bon. C'est pas qu'ils étaient forcément sales, mais je veux dire, ça donne une apparence de grisaille, quoi, sur le visage. Mais aussi tout baigné dans cette sorte de lumière grise. Et c'était pas ma vibration, et ça me faisait souffrir. D'accord. D'être là. Et donc, ils ont fait une manipulation sur moi, ils m'ont mis un implant. Ça, bon ? Oui. J'en ai souvenir. Et alors, par contre... parmi les personnes qui ont des implants, beaucoup finissent par les perdre parce que c'est au niveau du nez ou d'une dent. Mais moi, c'est carrément dans l'abdomen. Ah bon ? Et vous avez un implant dans l'abdomen, là ? Oui, ça c'est sûr. Et à partir de là, j'avais eu peu avant, j'ai eu une maladie aussi. Il y a entre ça et ça, je pense que je fais une allergie donc au nickel. Et on sait que ces implants contiennent du nickel, entre autres. Et vous n'avez pas essayé de faire des radios pour savoir si on le voyait ou pas ?
Ben non, parce que pour faire des radios, faut déjà expliquer à un médecin. On m'a fait ça, quoi. Et je vous dis pas, moi, le seul médecin à qui j'en ai parlé, elle en a parlé à mon mari. Hein. D'accord. Alors, votre femme dit ça, est-ce que ça va bien? Voilà, bon, vous voyez. Hein. Donc ça, bon, je sais que je l'ai vécu, c'est tout, que j'ai pas rêvé, que j'ai vécu tout ça. Et donc là, ça me génère en fait des problèmes de santé, ça. Alors, contre, j'imagine bien, oui. Alors comment concrètement, parce que c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui dit avoir un implant, concrètement, comment ça se traduit dans votre quotidien? Vous le ressentez à l'intérieur de vous? Déjà, mon métabolisme était complètement chamboulé. Parce que je suis allergique donc au nickel sans contient. Ouais. Par contre, je pense que j'ai désactivé le truc qui me reliait peut-être, qui me permettait de me contrôler. Parce que moi, je sais que par exemple, j'ai désactivé par magnétisme. Je suis très forte magnétiquement. Et j'ai désactivé le truc d'obsolescence de mon imprimante. Elle a 12 ans maintenant. Ah bon? Elle fonctionne beaucoup, hein. Donc, c'est vous dire. Donc, mais vous avez cet implant, d'après vous, ils vous l'ont posé pourquoi? Oh, c'est un contrôle pour me contrôler. Peut-être je pense que par ces implants, ils essaient d'inculquer même des façons d'agir ou d'être. Hein. D'accord. Mais sur moi, ça n'a pas marché. Ah, vous avez senti que vous avez pu résister, vous? Ah oui. Non, mais j'ai une protection. Par contre, au niveau de la santé, là, je peux rien y faire. Là, j'ai vraiment un gros problème de métabolisme à cause de ça. D'accord. Enfin bon, on va pas en parler pendant des heures. Je le combats d'une autre manière, quoi. D'accord. Et est-ce que vous sentez qu'il y a encore... vous dites qu'il est désactivé, mais vous le sentez gros? C'était un gros truc ou Non, ce qui se passe, c'est que quand on vous met un implant, c'est minuscule. Un implant, ça fait... peut-être 2 mm, quelque chose comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que, si vous voulez, autour se forme de la kératine, tout ça, ça finit par former un kyste. Ouais, ce kyste me gêne, je le sens. D'accord. Voilà. Donc je pourrais très bien dire, oui, bon, je sais que j'ai un kyste, tout ça, mais quand vous arrivez devant les médecins en disant je sais que j'ai ça, tout ça, en général, ça se passe très mal. Donc pour le moment, je me dis que la seule personne à qui je voudrais confier ça serait un chirurgien qui aurait déjà enlevé ce genre de choses. Donc tant que j'en trouve pas, je fais avec. De toute façon, il n'est plus actif, à part le fait que ça me génère ces problèmes-là. Ou alors, il faudrait que je trouve le moyen s'il existe un moyen d'agir. Le spécialiste, en tout cas, c'était le Dr Lee, hein, c'est sûr, aux États-Unis. Voilà. Ouais. Donc, oui, mais je veux pas aller aux US. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc à partir de là, je leur dis, ils me disent qu'ils veulent me garder parce qu'ils voudraient que je les aide à soigner des humains. Ah bon? Oui. Mais qui vous dit ça, les extraterrestres? Oui, tout à fait. Et moi, donc ils sont 3, il y a 2 hommes et une femme. Hein. Ah, vous les avez repérés? Ah je les ai vus, ceux-là, les grands, oui. Mais c'est pas ceux qui m'ont enlevé, je pense que c'est des petits qui sont à leur solde. Et ceux qui étaient dans le labo, c'est, voilà, les grands. C'était des grands gris. Mais en fait, c'est des hybrides pour moi, parce qu'ils avaient une apparence humaine. D'accord. Voilà. Donc... Et vous les avez entendus parler autour de vous? Ouais, ils disaient quoi, vous savez ou quoi? Alors, quand ils m'ont enlevé, oui, ce qu'ils disaient, ils trouvaient que la décoration de mon séjour n'était pas à leur goût, quoi. Ah bon? Oui. C'est idiot, hein. C'est M6 Déco, là. C'est idiot, il faut bien qu'ils aient de l'humour ou je sais pas trop quoi. Ouais. Ils étaient plutôt... Ouais, voilà. Mais... donc, alors, quand vous dites Marie, quand vous dites qu'ils vous ont enlevé, ils sont venus vous chercher chez vous, hein, c'est ça? J'étais, mon canapé, donc, se trouvait sous un Velux. Donc un endroit, alors je sais pas s'ils l'ont ouvert pour me faire passer au travers, je sais pas comment. Hein. Donc c'était, je peux vous dire la date, c'est le 10 mars 95. D'accord. Donc vous voyez, c'est précis à 10h du matin. Et comment vous vous en souvenez? Parce que souvent les gens, il y a un blackout, vous voyez, ils s'en souviennent pas. Non mais moi, oui, ça fonctionne pas sur moi ça. Ah, vous êtes plus forte mentalement en fait, c'est ça? Alors, ça fonctionne quand si vous voulez, quand j'ai vécu des choses avec les autres, là, dont je vous ai parlé. Effectivement, je sais que j'ai eu, il y a plusieurs heures qui manquantes à un moment donné, mais là, oui, effectivement, je pense que je pourrais retrouver, mais par contre, vous savez, les gris sont pas si puissants que ça. Hein. Ils sont moins puissants que les autres. D'accord. Et donc, faut éviter d'avoir peur, parce que si on a peur, c'est là qu'on leur donne de l'énergie, en fait. Tout ce qui est mauvais, c'est comme ça. Et donc, en fait, voilà,
j'ai constaté ce que c'était, j'avais entendu parler de ce genre de choses, mais donc je leur ai dit, je leur ai répondu quand ils m'ont proposé ça, de rester avec eux pour soigner des humains, je leur ai dit qu'il n'en était pas question, j'avais des enfants à élever, et je leur ai dit, et alors je vous dis exactement la phrase que j'ai dit, avec toutes les locutions, et puis j'appelle mon ange gardien. Voilà ce que j'ai dit. Alors, on verra justement comment ils ont réagi avec l'appel de l'ange gardien, Marie Rocca, dans un instant, parce qu'on va marquer une nouvelle pause, cette fois-ci musicale, mon Mathieu, et puis on se retrouve dans quelques instants. Marie Rocca m'offre tout cela ce soir. C'est un vrai cadeau que vous nous faites, Marie, ce témoignage, parce que c'est pas simple à dire quand même, tout ce qui vous est arrivé. Donc, on se retrouve avec vous dans cette pièce, puisqu'on dit, et on rappelle pour ceux qui viendraient d'arriver, que vous avez été enlevé par des extraterrestres. Donc vous vous retrouvez dans une pièce, un laboratoire finalement. Il y a 2 hommes et une femme, c'est ça, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà. Et puis vous êtes contre finalement ce qu'on vous demande de faire et vous faites appel à votre ange gardien. Voilà. Je voudrais dire aussi que la femme semble commander les 2 hommes dans ce truc-là. Ah, c'est la chef peut-être. Apparemment, elle est un peu plus âgée, voilà. Mais à part ça, moi je leur vois des visages c'est ce qu'on appelle la parité chez les extraterrestres, voilà. Moi je dirais que comme il y avait 2 hommes et une femme égale 2 hommes. Ah, bravo, magnifique. Voilà. Ok. Alors, quand vous avez prononcé le mot de ange gardien, là je les vois reculer. Je vois reculer ces 3 personnages, et alors aussitôt, je suis emmenée, mais alors à une allure incroyable. Alors quand je dis je pense que mon corps est resté sur place, et c'est mon âme qui est partie avec, et les autres ont ramené mon corps. En fait, ils ont été obligés d'arrêter. Voilà. Et donc je suis partie avec des êtres de lumière à une allure incroyable. C'était magnifique. On a l'impression, c'est plus qu'une impression, on est omniscient en fait. Et on est, en état semi-fusionnel avec les autres êtres, en fait. Et donc on a toujours notre conscience individualisée, mais pas de la même manière, quoi. C'est autre chose, c'est un état joyeux, c'est extraordinaire. Vraiment. Et le retour a duré combien de temps, vous savez ou pas? Et je sais pas longtemps, je pense, mais moi je voulais pas que ça s'arrête. Et quand je suis revenue dans mon corps, là, j'étais pas contente de revenir. Ah oui. Autant j'avais rien demandé pour partir avec les mauvais, autant j'aurais voulu rester avec les bonnes. Finalement, c'est un peu comme une expérience de mort imminente que vous avez vécue en fait. Ça y ressemble. Ouais, c'est ça. Ça y ressemble, par certains côtés. En tout cas, j'ai pas connu de tunnel, moi du tout. Mais je suis déjà sortie. Enfin, je suis sortie d'autres fois de mon corps quand ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai raconté vite fait. J'étais une nuit, je me suis réveillée. Et j'étais, entre guillemets, pour le jeu, devant mon armoire, en fait, debout. Et en fait, je m'étais endormie en ayant très très mal à la tête. Mais vraiment, ça vient de l'opération que j'ai eue aux yeux. Et là, je me suis réveillée, en fait, hors de mon corps. D'accord. Et puis j'ai dit, là maintenant, je vais revenir. Je suis revenue dans mon corps. Ça m'est arrivé aussi d'autres fois, mais je raconterai. J'ai énormément de choses à voir. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on a la sensation que les extraterrestres ont peur des anges gardiens finalement. Ils ont peur absolument de tout ce qui est la lumière. Et je vais vous dire, précisons, les extraterrestres, les mauvais auxquels sont alliés d'ailleurs nos gouvernants du monde. C'est les mauvais. D'accord. Mais les bons, ils sont au contraire, ils participent totalement. Nos prières, par exemple, moi j'en ai fait l'expérience, toutes les prières qui sont adressées à Marie, ça renforce la lutte justement des Pléiadiens contre les Moaïtis, là. D'accord. Voilà. Donc cette expérience-là, si vous voulez, ça m'a apporté des connaissances de choses que, certaines choses j'aurais pu imaginer, d'autres non. Ouais. Et à partir de là, il va se passer autre chose, mais il se passe déjà des choses depuis 1994. Alors, on va revenir justement sur ce qui s'est passé après cet enlèvement en 1995. Vous voulez en savoir plus sur cette histoire, celle de Marie Rocca? Restez donc avec nous, c'est Ado, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Où que vous soyez, dites à tout le monde qu'il existe ici un homme qui dit tout ce que personne n'ose même pas
dire tout bas, ou non, même pas penser tout bas. Et ouais, c'est sur Ado tous les soirs, 21h minuit, Bob vous dit toute la vérité. Les extraterrestres, nous les vivons, nous sommes en plein dedans avec le témoignage de Marie Roca ce soir, qui a vécu énormément de choses. Alors, pour la faire brève, 1954, elle vient au monde ce jour-là, des ovnis passent au-dessus de sa couche et du coup, toute sa vie aura eu un rapport avec ces êtres venus d'ailleurs, jusqu'à cette année 1995 où après avoir vécu de nombreuses expériences, elle est enlevée par des extraterrestres et se retrouve dans un laboratoire. Face à elle, 2 hommes, une femme, et pour se défendre, elle invoque son ange gardien. Du coup, ces extraterrestres reculent et ces êtres de lumière, des êtres de lumière récupèrent Marie et la ramènent chez elle. C'est bien ça, Marie, hein ? Oui, en fait, ils ont récupéré, à mon avis, il n'était pas possible que je parte avec des êtres de lumière avec mon corps physique. Hein. Ouais. Donc je pense que c'est la partie âme, peut-être même directement esprit pour affiner par rapport à l'âme, et le reste ayant été ramené, voilà. Donc effectivement, ça s'apparente un petit peu à une expérience de mort imminente, sauf que il n'y a pas de passage par le tunnel, enfin il y a des choses qui peuvent effectivement corroborer, mais c'est différent. Et donc, tout à coup, je reviens dans mon corps, et là, je suis pas contente du tout de revenir, bien entendu. Mais il s'est passé des choses aussi antérieures, donc je suis obligée de faire un retour en arrière qui date de 94, même déjà depuis 91, c'est-à-dire que des fois je me réveille la nuit, et puis je vais sur le Velux de ma salle de bain. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des vaisseaux de lumière qui sont des vaisseaux très brillants, très positifs en fait. En fait, quand j'y vais, c'est parce que je sais qu'ils sont là. Ah oui, donc c'est comme si vous êtes attiré en fait finalement. Oui, mais il y a quelque chose de télépathie, mais ça c'est les bons, hein, et il y a un vaisseau que j'appelle d'ailleurs, qui est le vaisseau maître en quelque sorte, que j'appelle le vaisseau de Lug. À l'époque, je suis très dans les trucs celtes. Lug, c'est Saint-Michel, il m'est apparu 3 fois, donc je peux le dire. Et donc, je sais, personne ne me l'a appris, avec ma petite lampe torche, je fais 5 signaux et on me répond. Ah, vous faites du morse avec eux, ils vous répondent. Oui, c'est ce que j'ai entendu l'un des intervenants l'autre jour qui a parlé de la même chose. Et Jacques Carter également parlait de ça. Avec qui j'avais eu un très bon échange il y a quelques années. D'accord. Et donc, effectivement, ça correspond aussi à mon vécu. Et donc, lui, ce qu'il a vécu, il a vécu très positivement aussi, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, et donc, depuis, effectivement, je suis en correspondance, j'ai même fait un rêve, avec certaines choses, mais ce sera raconté une autre fois, parce que... Mais là, vous sentez que vous êtes en contact permanent avec eux, en fait. Oui. Avec eux, je suis en permanence. Et d'ailleurs, ça s'est tellement développé que depuis maintenant... depuis juillet 2011, je suis, il se passe quelque chose de très spécial là où j'habite. Comment vous expliquer ça ? Ça a commencé, j'ai commencé par voir un truc dans le ciel et puis ça s'est affiné. Je vais la faire courte. Hein. Disons que tout le périmètre autour de chez moi, je pense que tout le monde ne le voit pas. Mais je vois des sortes de roues de lumière, de grandes roues de lumière. Alors soit orangées, certaines sont bleues, mais alors bleu roi de France, il y en a très peu d'ailleurs comme ça, et orangées la plupart. Elles peuvent changer de couleur et devenir de couleur irisée, et puis ça se déplace. Elles sont dans le ciel ? Alors c'est à une certaine hauteur, je ne vais pas décrire le paysage, mais c'est à une certaine hauteur. Certaines sont dans le ciel, donc le ciel c'est des roues blanches en général, plus ce que j'ai appelé des tableaux de lumière ou que j'ai appelé même des vitraux. D'accord. C'est-à-dire que ça a une forme un petit peu pas de cône, c'est un petit peu évasé comme ça. Et vous pensez que ça c'est d'origine extraterrestre aussi ? Ah vous allez voir. Et tu vas voir. Et donc effectivement, ceux-là sont de couleurs multiples, certaines peuvent rappeler des vitraux tellement c'est merveilleux. C'est même le premier que j'ai vu et c'est bas dans le ciel, c'est pas un truc qui est haut. Mais j'ai vite compris que ça relève en fait de la 5e dimension. Ça relève d'une autre dimension en fait. On n'est pas du tout avec c'est pas du tout les soucoupes volantes. Hein. Ah bon ? Non, c'est autre chose. Mais ça fait partie, pour moi, c'est en lien avec les vaisseaux de lumière, c'est en lien avec ça, ça en est aussi, parce que quand je les vois se déplacer, c'est clair, mais
il se déplace facilement. Et alors, il y en a qui montent la garde, c'est des grandes roues, tout sur tout un périmètre. On dirait que bon, c'est une protection pour moi, mais si c'est une protection pour moi, c'est pour tous les gens qui sont dans ce périmètre aussi, hein, parce que c'est très large. Et donc, voilà, et je communique avec eux quand je sors prier la nuit et ils sont là. Et je vois quand je prie une incidence, je vois des lumières qui se répandent, enfin, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une grande part de spiritualité quand même. Non. C'est mes expériences mystiques, ça. Je dois l'avouer, c'est clair. Mais j'ai pas eu à chercher. Et en plus, il faut savoir que certes, je suis née dans une famille catho, mais enfin pas plus que ça. Et puis j'avais tout rejeté à un moment donné. Hein. C'est ça qui est je suis pas quelqu'un qui a fait les jeunesses catholiques ou je sais pas quoi, pas du tout. Hein. Et en plus, en tant que, même si je me raccorde à cette tradition, je suis quand même très libre aussi. Hein. Je pense pas, je suis incapable de toute façon, comme je dis, j'ai toujours été incapable d'être dans un parti politique. On peut pas me dicter moi de ce que je dois penser, parce que à chaque instant, je peux changer ma pensée par rapport à une expérience de vie justement. Et donc voilà, et je suis en lien très très fort effectivement avec Marie et que je retrouve sur ma route tout le temps par diverses expériences et particulièrement sous l'aspect justement de l'Annonciation. C'est assez curieux. Quand vous dites Marie, la Vierge Marie. Oui. Vous êtes en rapport avec la Vierge Marie. Oui, mais de façon enfin comment dire, en rapport direct, quand je prie, je vois qu'il y a des effets. Et puis aussi par rapport à, je trouve sur ma route le nom de l'Annonciation tout le temps, quoi. Elle vous parle, elle vous répond ou pas? Quoique j'ai eu certaines expériences, oui, alors, bon, ce serait long, je sais pas combien de temps il reste là. Oh, on a encore au moins 8 minutes. Bon, alors je vais raconter quelque chose qui est vrai aussi, parce que pour moi l'expérience mystique est liée, c'est ce que je dis, je suis dans ce combat du bien contre le mal. Alors justement, Marie, je vais quand même resituer encore une fois pour tous ceux qui viendraient de débarquer que nous sommes aujourd'hui ce soir sur Ado. Historienne, romancière, Marie Roca, vous êtes donc, vous me disiez à l'instant, en lien direct avec la Vierge Marie. Ah oui, et pas qu'avec. Avec Saint-Michel, il m'a apparu 3 fois. Tous les saints, quoi. Une bonne partie. Mais non, mais bon, j'ai vu des choses exceptionnelles, je peux pas le dire. Alors, par rapport à la Vierge Marie, il y a plusieurs choses que je vais raconter. Une qui est assez récente, qui date d'il y a 2 ans. On m'avait invité à une petite, je fais plus salon du livre, mais on m'avait invité à une petite festivité culturelle. Et je me trouvais là, on m'avait demandé de présenter mes livres, donc voilà, j'étais là. Il y avait des photographes, il y avait diverses personnes. Et bon, il y a un moment où l'affluence arrive, le dimanche en général c'est 15h. Hein. Donc, je sais pas, bon, je parlais avec ma voisine de table à ce moment-là, et je vois devant moi une personne, très 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 belle personne, une très jolie femme, brune aux yeux bleus, très belle. J'ai cru que vous parliez de moi à un moment donné, Marie. Je me suis dit, on sait jamais. Enfin, je dis brune, mais c'était châtain plutôt. Personne, pas 30-35 ans. Et elle me dit, de but en blanc, nous portons la même médaille. Or, oui, je porte une médaille. C'est la médaille de la rue du Bac, la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, cette médaille. Et mais j'avais une sorte de pull, et c'était dessous, on la voyait pas. Comment aurait-elle pu le savoir? Et je vois qu'elle la porte, effectivement. Et je lui dis, bah ça c'est curieux, parce qu'on la voit pas et tout. Bon, on discute quelques instants. Et puis, elle m'a pas pris de livre, mais moi je discute beaucoup. Hein, quand je vais dans des trucs comme ça, c'est plus pour discuter. Et donc voilà. Et puis, bon, donc très chaleureux et tout. Elle avait une lumière sur elle, cette personne. C'est quelque chose d'incroyable. Comme s'il y avait un halo de lumière qui l'entourait, c'est ça? La lumière émanait d'elle. Ouais, c'est ça. Mais ça m'est arrivé souvent, ce genre de choses. Et donc, on discute tout ça. Et puis, cette personne, à un moment donné, bon voilà, c'est terminé, elle me dit au revoir, et puis elle s'éloigne. Je la vois s'éloigner de quelques pas. Je n'ai jamais vu franchir la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'elle s'est évanouie comme ça. Elle a disparu. Elle s'est évaporée. Je pense que c'était Marie. Incroyable. Ah oui, mais voilà. Et donc, ça c'était il y a 3 ans. Et il y a 2 ans... Mais ça, vous avez ressenti que c'était la Vierge Marie qui était là devant vous? Après coup, je me suis dit comment elle pouvait savoir que je portais cette médaille. Alors c'est ou Marie ou Catherine Labouré qui priait, qui était une nonne, qui a fait faire cette médaille d'après ce que lui avait demandé Marie.
savez? Oui, bien sûr. Vous allez faire un tour à la chapelle rue du Bac, vous verrez, à Paris. C'est étonnant quand même des rencontres comme celle-ci. Ah non, mais oui, mais ma vie est comme ça. Et il y a plein de gens qui vivent des expériences qui vous diront qu'ils ont vu des gens leur apparaître, leur apporter un truc comme ça, et puis qu'ils disparaissent, quoi. Mais là encore, vous ne pouvez pas en parler. C'est quand même, c'est un vrai cadeau, hein, Marie, que vous nous faites. Mais vous allez en avoir d'autres. Ah bon? Oui. D'accord, parce que... Vous m'avez demandé quel lien j'ai avec Marie, maintenant vous allez l'apprendre. Et bon, toutes les expériences d'incarnation antérieures que j'ai eues, je les ai revécues en rêve. En rêve nocturne comme ça, et puis c'était toujours des choses très fortes. Et je les ai pas toutes revécues visiblement, parce que donc au même endroit où j'ai eu cette chose, l'année après... on m'invite, j'y vais de nouveau, c'est pas un salon du livre, je le dis, c'est pas un salon du livre, voilà. Et et puis là, ça se passe bien avec les amis et tout, bon. Et puis, il se passe encore un truc, il y avait une personne qui était là, elle accompagnait son mari qui présentait je sais pas trop quoi, et cette personne était une voyante. Et c'était une voyante, ils arrivaient de la région parisienne, ils venaient s'installer dans la région où j'avais été invitée. Et cette personne vient directement à moi, puis elle me regarde éblouie, quoi. Ouais. Et je lui demande, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Elle me dit, mais j'en reviens pas. Je lui dis, mais quoi, vous n'en revenez pas de quoi? Moi je rigole, je lui dis, vous savez, je suis une personne en chair en os, vous n'en revenez pas de quoi? Elle me dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors je lui dis, quoi, je suis pas n'importe qui? Si, je suis n'importe qui, ça je peux vous le dire. Ouais. Et elle me dit, non, elle me dit... Sur vos vies antérieures, vous savez des choses? Je lui dis, oui, j'ai été ceci, j'ai été cela, bon. Et elle me dit, il y a une vie antérieure que vous n'avez pas citée. Vous avez été Anne, la mère de Marie. Donc la grand-mère de Jésus, en fait. Vous avez été la grand-mère de Jésus? C'est ce que m'a dit cette personne. Waouh. Et normalement, quelqu'un m'aurait dit ça, n'importe qui me dit, je vois, vos vies antérieures, c'est ça. Moi, mes vies antérieures, je les ai revécues comme ça. Donc, j'aurais dit, on peut dire n'importe quoi, n'importe qui. Hein. C'est un truc auquel j'aurais pas cru. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un recul. Et j'ai comme une petite voix qui m'a dit, c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Mais j'ai vécu aussi, il y a quelques années, autre chose. Et... Écoutez, j'ai 3 minutes à vous consacrer. Je vais les raconter. Ouais, parce que c'est tellement beau ce que vous nous dites qu'il faut continuer. Voilà. Alors cette chose que j'ai vécue, c'est simple. J'avais chez moi une amie athée. Donc elle s'appelle Martine, je peux dire son prénom. Ouais. C'est une amie qui avait 4 fils et l'un de ses fils avait eu une leucémie et il était en rémission à ce moment-là, depuis des années. Et je le reçois et on était le 12 décembre 2000. Vous voyez, je vous dis exactement la date. Et donc, ce 12 décembre 2000, et tout à coup, elle me voit m'arrêter de lui parler. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui dis, écoute, je viens de voir tour à tour Jésus et Marie. Mais c'est pas comme je te vois toi, c'est une image qui s'est imposée à moi. Je peux pas expliquer, il y avait de la lumière. Mais ça a été un instant. D'accord, furtif. Comme un hologramme, en fait. D'accord. Voilà. Et puis à ce moment-là, je suis donc face à une de mes fenêtres. Alors je ne dirais pas, j'en veux pas trop en dire là-dessus. Et à l'endroit où on voit le soleil qui décline, donc on est, vous savez, en décembre, les jours sont courts. Donc, et puis je regarde le soleil. Et mon ami Martin me dit, regarde pas le soleil, dis donc, ça va te bousiller l'œil qui te reste, quoi. Et je lui dis, mais tu vois pas ce que je vois? Elle se met à regarder, elle est elle aussi ébahie. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, donc, et tout à coup, ce soleil, il devient rouge puis vert, il se met à tourner, dans le sens, en fait, inverse des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas si vous imaginez, la boule du soleil qui se met à tourner, et tantôt rouge, tantôt vert, et tout à coup, ça prend la forme d'un énorme cœur qui bat. Et enfin, ça se termine, à la fin, il y a une croix de lumière, mais une croix à branches égales, de lumière blanche, qui se forme au-dessus. Et en fait, c'est la vision du Sacré-Cœur. Oh là là. Et ça, c'est un truc encore auquel je ne croyais pas. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait y croire? De l'avoir vu. C'est ça, oui. D'avoir vu. Après, je me suis dit, mais ça ressemble. J'ai recherché dans des livres et tout.
Et j'ai dit, bon, bah, c'est ça, c'est évident. Et j'ai appris d'ailleurs que les Celtes voyaient le Sacré-Cœur, que les Égyptiens le voyaient, et que c'est pas propre au christianisme, en fait, hein. Donc j'ai lu un livre de Paul Lecourt, entre autres, qui racontait ça. Bah écoutez, en tout cas, Marie, je pense qu'on va vous réinviter très prochainement parce que je vois que votre vie est remplie de choses exceptionnelles et vraiment, mais alors mille fois merci. Je vais juste dire une petite chose. Oui, allez-y. Une petite chose. Ouais. Je veux rappeler qu'en 1916, quand tout allait mal pour la France, il s'est passé un événement justement avec Marie. Les gens priaient à l'époque, et particulièrement les femmes qui étaient restées chez elles dans leur ferme, elles priaient énormément Marie. Et tout à coup, les Allemands qui étaient en train ils allaient faire route sur Paris, hein, ils avaient une grande avancée, et tout à coup, ils ont vu apparaître Marie, immense, qui les repoussait, chaque fois qu'ils tentaient d'avancer, ils étaient repoussés toujours plus loin. On leur a interdit d'en parler à ces hommes de troupes. Et en fait, ça s'est dévoilé. Ils ont commencé à en parler dans la presse entre les deux guerres mondiales de ce phénomène. D'ailleurs, beaucoup qui étaient protestants sont devenus catholiques à la suite de ça. Voilà. Je tenais à le dire parce que lorsqu'on prie Marie, quand on est français en particulier, mais quand on prie Marie, eh ben on se donne des forces pour rejeter tout ce qui est mauvais. D'accord. Oh, mais même tous les gens du monde entier, hein, lorsqu'ils prient. De toute façon, mais la délivrance du monde passe souvent par la France. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, Marie Roca, moi je voudrais mille fois vous remercier d'avoir pris le temps et d'avoir eu le courage de témoigner ce soir. Il en fallait, hein, parce que c'était dur là-dessus. Bah oui, de nous avoir également donné la primeur de ce témoignage incroyable. Et j'espère que vous reviendrez pour continuer cette aventure parce que j'imagine que vous n'avez pas vécu que ça. Là, c'est énorme. Et je voulais dire, c'est pas un hasard si ce témoignage va se retrouver diffusé le lundi de Pâques. Oui. Par hasard en plus, parce que il y a eu des gens qui ont fait défection, je crois, c'est ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci mille fois, Marie Roca. Vous étiez avec moi ce soir sur Ado et nulle part ailleurs, et à très bientôt.